Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Week-end, une émission pour faire un point sur l'actualité, mais aussi pour vous proposer des sorties pour bien finir la semaine. Nous sommes le vendredi 21 janvier au programme de cette émission. L'éolien n'a pas le vent en poupe, dernier projet en date annulé, celui du parc de Prunay en Yvelines. La cour administrative d'appel de Versailles a rendu sa décision le 16 décembre dernier. Plusieurs agriculteurs, habitants et élus locaux s'étaient montrés défavorables à ce projet développé. C'est une nouvelle édition de la soirée des métiers et de l'orientation qui attend les jeunes Inimontains dans quelques jours. Organisée par le pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux, la soirée a pour but d'informer collégiens, étudiants et jeunes diplômés sur leurs possibilités. Et deuxième partie de cette émission, nous vous proposerons, comme chaque vendredi, des idées de loisirs dans les Yvelines pour bien finir la semaine. Et ce sera avec vous, Bichente, Mérien, Santi, Stéban. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà un aperçu de ce que vous nous avez concocté ? Oui, Justine, on va aller parler musique et on va aussi se promener en Haute-Vallée de Chevreuse aujourd'hui. Donc un petit tour en forêt, en tout cas ce sera dans un instant. Et puis juste donc pour la partie loisirs avec vous, mais tout de suite, voici l'actualité dans les Yvelines. Il n'y aura pas d'éolienne à Prunay en Yvelines. Si le projet du parc éolien, justement, était un projet en étude depuis plusieurs années, il n'a pas plu aux administrés. La cour d'appel de Versailles a rejeté le projet en décembre dernier. On fait le point sur ce sujet un peu controversé. Donc avec vous, Anne Cabri, bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes la présidente du parc naturel régional de Haute-Vallée de Chevreuse. Le projet date d'il y a à peu près une dizaine d'années, il était à l'étude. Au départ, il était question d'une dizaine d'éoliennes. Après, le nombre est passé à 4 pour faire accepter le projet. La taille également a diminué. On est passé à 135 mètres de hauteur. Mais finalement, ça n'a pas suffi. Pourquoi, selon vous ? Est-ce qu'il y avait aussi, j'ai cru comprendre, une problématique de sécurité aérienne ou quelque chose comme ça ? Merci pour votre invitation et de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui me tient à cœur. Comme vous l'avez rappelé, ça fait 10 ans déjà que ce projet éolien sur Prunay en Yvelines était à l'étude. Vous l'avez bien rappelé, 10 éoliennes à l'époque et in fine, c'était 4 éoliennes. Ce projet m'interpelle beaucoup parce que clairement, on s'est positionné dans le sud Yvelines sur l'entrée de la promotion là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on a un cadre de vie à préserver. Les habitants du secteur tout de suite ont monté un collectif et se sont dit non, c'est pas possible. Les agriculteurs également n'étaient pas pour ce projet. Il faut rappeler juste que la Chambre d'agriculture régionale d'Île-de-France avait pris une délibération dans ce sens en disant nous, on est contre les projets éoliens en général sur notre territoire. Et les élus dont je représente s'étaient positionnés tout de suite en disant non, pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est sur des plaines de la Beauce et le côté remarquable de nos paysages dénaturés, on sait que nous sommes dans des zones peu denses, mais c'est vrai qu'on s'était tous mobilisés là-dessus. Et donc là, du coup, la décision a priori a été rendue, donc on le disait en décembre. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? Qu'est-ce qui a fait pencher justement la balance là-dessus ? C'était un arrêté du préfet en juillet 2018 où il y avait un avis défavorable, c'était le ministère des Armées, parce que nous sommes dans une zone d'entraînement pour les hélicoptères et c'était dangereux pour eux en termes de sécurité. Donc nous sommes ravis que ce projet ne sorte pas, mais il faut être très attentif parce que cela ne nous a pas échappé que la ministre Barbara Pompili, courant 2021, a demandé au préfet d'inonder la France d'éoliens. Donc, on va crier victoire qu'à demi-mot. On a déjà un parc éolien pas très loin, à Lainville-au-Bois, où on a 5 éoliennes qui sont sorties pendant le confinement. Donc, je reste prudente, mais moi, ma position en tant que maire d'Orsonville et élu local du Sud-Yvelines n'a pas changé. Et je trouverais que ça serait intéressant quand même d'interpeller certains de nos collègues élus, dont notre députée Aurore Berger, une clarification parce qu'elle l'avait dit en 2017 qu'elle était contre ce projet. Et si je ne m'abuse, pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, on a eu la possibilité 2 fois sur des lois, que ce soit la loi 3DS ou la loi climat résilience, où il y avait un focus éolien. Et à ces 2 moments, elle n'était pas présente dans l'hémicycle. Donc, quelle est sa position aujourd'hui ? Elle est quand même porte-parole de groupe La République En Marche à l'Assemblée, qui était pour remettre de l'éolien encore plus. Donc, ça serait intéressant de connaître sa position aujourd'hui, parce qu'en 2017, elle était contre, comme beaucoup d'élus du secteur. Donc, aujourd'hui, ma position est constante, et comme on l'a rappelé, et comme il a été dit clairement aussi
par Valérie Pécresse, et je partage totalement. Il faut aujourd'hui avoir une vision sur l'éolien au cas par cas, c'est-à-dire qu'un projet éolien ne doit pas abîmer un territoire. Il faut la validation des habitants, des élus, et comme il a été rappelé, ce qu'elle porte dans son programme, c'est exactement de pouvoir mettre dans les plans locaux d'urbanisation, vous savez, les documents administratifs qui permettent aux habitations de s'implanter, mais de dire à tel endroit, on ne mettra pas de l'éolien. Il faut que les choses soient bien écrites. Après, il peut y avoir peut-être dans certains endroits, mais en ce qui concerne notre territoire, ce sud d'Yvelines auquel je suis très attachée, je trouve ça le dénaturer. On le voit par les 5 éoliennes qu'on a à Allainville. Vous, c'était vraiment par rapport, vous étiez contre, mais enfin vous êtes toujours contre, mais en tout cas pour l'environnement surtout, par rapport à ça. Par rapport au côté paysage et aussi l'artificialisation des terres. Aujourd'hui, moi je suis élue à la région, on a voté le zéro artificialisation nette. On sait très bien que quand on met des éoliennes, il y a quand même, on artificialise des terres. Donc même les agriculteurs sont opposés. Donc je me dis, si eux, sont sur leurs terres, n'en veulent pas, donc moi je trouve que dans ces côtés agricoles, faire attention. Mais j'entends qu'on a besoin d'énergie renouvelable aussi également pour pouvoir subvenir à notre consommation d'énergie. Justement, je voudrais rebondir là-dessus parce que finalement, il y a eu beaucoup de projets dans les Yvelines qui ont été avortés justement sur l'éolien. Donc là, on a dit on est contre, le projet a été avorté. Mais quelles sont finalement les alternatives dont vous venez de parler? Il en faut finalement pour fournir au foyer de l'électricité. Quelles sont les alternatives? Alors, on l'a vu, en début de mandat, Fessenheim a été terminé, a été fermé. Et là, aujourd'hui, on entend qu'il faut réouvrir. Donc, bon, moi, j'ai toujours considéré que le nucléaire était une possibilité, était nécessaire aujourd'hui en France, mais pas que, comme vous l'avez dit. Donc, il faut des énergies renouvelables sur notre territoire. Il y a 2 types d'énergie qui peuvent bien fonctionner. C'est le panneau photovoltaïque, bien évidemment pas sur les terres agricoles, parce que nous avons des cultures qui ne sont pas appropriées, mais on a plein de zones d'activité. Vous êtes d'accord? Et sur ces zones d'activité, les toits sont libres et on pourrait, pourquoi pas, mettre du solaire. Et on a le second focus, ce sont les unités de méthanisation. On en a une qui est en cours de construction sur mon territoire, à Sonchamp, qui va réinjecter dans le réseau du gaz vert. Donc voilà, on ne va pas pouvoir en mettre beaucoup, mais une unité de méthanisation qui va pouvoir, là, ça va être injecté sur le réseau de Rambouillet, c'est important. Donc ce sont des nouvelles façons de réfléchir pour demain. Peut-être un dernier mot avant de vous quitter sur cette nouvelle fonction. Je le disais, donc vous avez pris la présidence du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. En quoi consistent ces nouvelles fonctions et quelles sont finalement les actualités à venir sur ce parc? Alors moi j'ai été ravie d'avoir été élue en octobre dernier. C'est un nouveau défi, mais c'est en complément de ce que je fais aujourd'hui, tout ce qui touche l'environnement. Ce qui m'a interpellée en prenant cette présidence, c'est de remettre au centre du dispositif les élus, dont les maires. Parce que je me suis rendu compte, quand je me suis promenée dans les 53 communes du parc, que les maires, on les avait un peu oubliés. Et il y a certains maires, dont sur Cœur d'Yvelines, par exemple, comme ils ont été rattachés après au côté historique du parc, ne sont pas trop dans les discussions. Donc j'ai fait en novembre dernier une réunion, j'ai réuni 53 maires, il y en avait une quarantaine, et on a échangé. Parce qu'ils sont élus de situation, le parc doit être un facilitateur. Et pour répondre à votre question, ce qui a été enclenché là, il y a 3 sujets. Il y a la révision de la charte, qui va être lancée avec une date in fine en 2026. Il va y avoir, là, tout simplement, on a retoiletté les aides agricoles et une aide sur la labellisation équuresse pour les centres équestres, avec le bien-être animal. Et ensuite, la charte forestière. La charte forestière est importante parce qu'on est sur le massif de la forêt de Rambouillet. Comment on peut mettre la filière sylvicole en lien avec la propriété privée, la propriété publique. Donc on a commencé, on a une réunion qui va continuer dans une dizaine de jours. Et là, la semaine dernière, je trouve que c'est un axe sur lequel il faut réfléchir aussi. L'Europe, on a à Bazoges la maison Jean Monnet que vous connaissez, avec une volonté du Parlement de travailler sur la culture, le patrimoine. Je les ai rencontrés, donc on est en train de réfléchir sur pourquoi pas un partenariat pour mettre en avant le savoir-faire du parc, cette pépite de l'Europe avec toute l'histoire qu'on a sur notre territoire. Donc voilà, on a plein de projets, j'ai plein de projets en tête, un partenariat pourquoi pas avec l'hippodrome de Rambouillet, qui est labellisé équuresse également, pour permettre aux habitants des villages d'aller voir les chevaux, qui est cet échange vraiment d'éducation, d'environnement et de tourisme sur notre territoire.
Parfait, donc plein de projets à venir pour cette année 2022 et pour vos nouvelles fonctions donc. Tout à fait, voilà. Merci beaucoup Anne Cabri d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc la présidente du Parc naturel régional de Haute-Vallée de Chevreuse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Que s'est-il passé dernièrement dans les Yvelines? Retour sur l'actualité de la semaine du 17 au 21 janvier dans le département. Le résumé de Mélanie Poquet et Michael Elmidoro. Regardez. Face à l'explosion du nombre de contaminations, le vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines a ouvert le 10 janvier dernier une zone de dépistage, 500 tests antigéniques par jour. La N10 bloquée pour un bras de fer, le cirque Zavata Douché a stoppé la circulation pour obtenir une installation. Après une réunion avec le préfet des Yvelines, il a obtenu gain de cause, ce sera sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Il reliera Saint-Cyr-l'École à Saint-Germain-en-Laye. Les premières rames du tram 13 ont commencé à circuler pour des tests. La mise en service est prévue à l'été 2022. C'est une première dans les Yvelines. La ville de Carrières-sous-Poissy s'est vue remettre le label Ville engagée contre le sida, un moyen de rendre plus visible la lutte des collectivités contre le VIH. Une enseignante de sciences de collège de Trappes exfiltrée de son établissement et du département. La raison, un cours sur l'évolution de l'homme où elle avait montré une photo du chanteur soprano. Un cours ayant entraîné des menaces sur les réseaux sociaux. La décision date de novembre. La date de l'audience en appel n'est pas encore fixée. Des absences d'enseignants surveillants et de personnel administratif à cause de la Covid-19. Face à cette situation, l'Académie de Versailles compte embaucher 500 personnes parmi les retraités de l'éducation nationale et les jeunes diplômés. Et l'avocat de l'enseignante de Trappes, mentionné donc dans ce résumé de l'actualité de la semaine, était reçu à 17h aujourd'hui par la secrétaire générale de l'Académie et le cabinet de la rectrice. Nous ferons le point lundi à 18h en direct dans notre journal d'information. Et dans le cadre du mois de l'orientation organisé par le pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux, les jeunes Élie-Montins sont invités à la soirée des métiers et de l'orientation. Ça se passera le 26 janvier prochain. Objectif, s'informer sur leur avenir professionnel. Le reportage de Céline Charles. Le mercredi 26 janvier de 17h30 à 20h30, la commune de Montigny-le-Bretonneux organise une nouvelle édition de sa soirée des métiers et de l'orientation. Elle se déroulera à l'Hôtel de Ville. Organisée par le pôle jeunesse, la soirée est ouverte à tous les Élie-Montins de la 4e aux étudiants et jeunes diplômés. Les destinataires de cet événement sont évidemment les jeunes de 13 à 25 ans, mais aussi leurs parents qui les accompagnent, qui ont aussi souvent beaucoup de questions. Objectif, informer sur l'orientation, la réorientation, les métiers, l'apprentissage ou encore le service civique avec des stands d'information, des conférences, des témoignages, des temps d'échange. Un pôle projet d'orientation, projet professionnel, voilà, avec des informations individuelles, avec des professionnels de l'orientation, où ils vont parler alternance, découverte des métiers, formation dans le cadre d'un projet en particulier. Il y a un deuxième pôle qui est le pôle découverte des métiers. Et surtout donc des métiers bien sûr, mais aussi des outils qui permettent de clarifier un petit peu cette question-là, de trouver des familles de métiers en fonction des goûts, des aptitudes, des affinités, du profil. Il y a un troisième pôle qui est celui de la mobilité en Europe et du volontariat. Voilà, où on abordera la question du service civique, du service national universel, voilà, entre autres. Il y aura un pôle information en accès libre avec des expositions qui vont aborder la question et clarifier de Parcoursup, de l'orientation après la 3e, du post-bac. En bonus, un escape game spécial orientation sur le thème de Star Wars sera prévu. Accès libre sous réserve de présentation d'un pass sanitaire valide. Legal Checking, c'est la rubrique hebdomadaire qui vous décrypte une actualité politique. Une chronique de Raphaël Mata-Duvigneau, membre de l'association Les Surligneurs, mais aussi maître de conférences en droit public. Aujourd'hui, il s'est intéressé à la proposition de réforme des droits de succession de Jean-Luc Mélenchon, notamment la mise en place d'un héritage maximal de 12 millions d'euros. Regardez. Jean-Luc Mélenchon explique ce qu'il compte faire une fois élu président de la République. Au-delà de 12 millions d'héritage, je prends tout. Avouons qu'il n'en est pas à son coup d'essai en matière fiscale et les surligneurs relèvent régulièrement ses propositions démesurées. La mesure annoncée prendrait la forme d'une loi modifiant le barème des droits des successions. Ce barème est relativement complexe car il tient compte à la fois du montant de la succession et du rang de l'héritier par rapport au défunt. Les héritiers en ligne directe sont les moins taxés alors que les cousins éloignés peuvent être imposés jusqu'à hauteur de 60%.
De plus, ce barème se calcule autour de 7 branches progressives. La première, exonérée ou un taux très bas. La plus haute, dite marginale, imposée à 45% au-delà de 1 800 000 € d'héritage. Avec sa proposition, Jean-Luc Mélenchon souhaite créer une 8e tranche à 12 millions d'euros avec un taux d'imposition de 100%. Et c'est là tout le problème. Le Conseil constitutionnel juge depuis longtemps qu'au-delà d'un certain montant, l'impôt serait confiscatoire et contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce principe a été plusieurs fois confirmé, et notamment en 2012, lorsqu'il avait été question de créer une tranche marginale de 45% pour l'impôt sur le revenu à partir de 150 000 € de revenus annuels. Alors une question se pose, à partir de quel montant un impôt devient-il confiscatoire ? Malheureusement, répondre à cette question est beaucoup plus difficile qu'avancer une promesse électorale inconstitutionnelle. En effet, le montant d'un impôt est analysé au regard non seulement de son taux, mais aussi des autres impôts pouvant s'appliquer à la même matière imposable. Par exemple, le Conseil constitutionnel a jugé confiscatoire un taux de 77% d'imposition sur les stock options ou de 82% sur les plus-values immobilières. Par conséquent, une réforme créant une tranche de 100% d'imposition serait immanquablement jugée contraire à la Constitution. Jean-Luc Mélenchon persiste avec ses nombreuses promesses fiscales inconstitutionnelles. Un surnom lui paraît donc tout trouvé. Confiscator. Et après l'actualité, c'est l'heure de vos idées loisirs pour le week-end. Et le week-end dans les Yvelines, c'est avec vous, Bichente Mérien, Santi Stéphane. Vous avez donc concocté un petit programme pour ce week-end. Aujourd'hui, on sort se promener en hiver. Oui, Justine, l'hiver, il fait froid, certes, mais si vous êtes bien couvert, rien de mieux en ce moment que de faire une petite balade, une petite marche, voire pour les plus courageux, une petite randonnée même. C'est l'occasion de prendre l'air, d'enlever le masque que nous, on doit porter en plateau. Et dans les Yvelines, on trouve plein de lieux propices à cette activité, par exemple au parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait, Justine ? On est parti avec une caméra, un téléphone et des chaussures, peut-être un peu trop blanches, mais ça on l'a su après, pour vous donner un petit aperçu de ce qu'il y a à découvrir là-bas. Départ à Cernay-la-Ville, près du Salon Léopold. Regardez. Avec ses 815 km², le parc naturel de la Vallée de Chevreuse est un grand espace regroupant notamment la Vallée de Chevreuse et la forêt de Rambouillet. Pour en parler, Solène Boivin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes guide de parc et je suppose que vous connaissez dans les environs énormément de balades et de promenades et de randonnées à faire. Oui, exactement. On a vraiment beaucoup de chance d'être sur ce territoire très varié qui nous permet d'avoir beaucoup de randonnées à faire. Et en termes de faune et flore, on est en plein hiver, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment ? Alors, même en plein hiver, la forêt est riche de plein d'animaux. On a des oiseaux qui viennent passer l'hiver ici, notamment les tarins des Aules, ou encore sur les étangs. On peut observer des oiseaux qui sont assez rares. Donc là, si je veux partir faire une petite promenade, c'est l'hiver, j'ai pas envie d'avoir froid trop longtemps, mais quand même pour me rafraîchir, où est-ce que je vais d'ici ? Alors, au départ du Petit Moulin, du parking du Petit Moulin, au niveau du rue des Vaux, c'est vrai qu'il y a une grande diversité de balades. On peut faire des petites boucles de 2 km pour ceux qui ne veulent pas marcher longtemps, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres sans problème. Peut-être un petit site aussi de patrimoine bâti qu'on peut voir dans les environs ? Alors il y a la balade des moulins qui propose le long du rue des Vaux 6 moulins à découvrir et on peut également monter jusque dans la carrière des maréchaux pour voir les traces du passé. Merci beaucoup Solène Boivin, et nous on va s'empresser d'aller marcher un peu, se promener un peu et découvrir les plantes sauvages comestibles avec Stéphane Loriot. Donc nous sommes avec Stéphane Loriot, animateur patrimoine au PNR. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le PNR est riche en termes de plantes sauvages comestibles ? Par définition, oui. Ce n'est pas un endroit unique en termes de plantes sauvages comestibles, mais l'endroit s'y prête davantage, évidemment. On va aller en découvrir quelques-unes. Vous pouvez nous en montrer à proximité, là ? Donc là, nous avons par exemple la Stellaria media, avec ces petites fleurs blanches en forme d'étoile caractéristiques, qui peut faire 3, 4, 5 cycles dans l'année. C'est une plante annuelle qui résiste au froid, les gelées sont faibles. Et vous avez ici donc ce premier cycle de cette plante qui en préparation froide constitue l'une des meilleures salades en préparation froide d'Europe. Alors vous avez ici de nouveau cette belle rosette de Cardamine hirsute. Hop.
Voilà, déjà, ce goût piquant caractéristique, amer, parce que beaucoup de plantes sauvages ont cette amertume que l'on recherche. Et là, chaude ou froide, la préparation est vraiment intéressante. Vous en mettez 10-15% dans vos préparations. Et vous avez un condiment qui se rapproche, j'ai envie de vous dire, de la moutarde ou du piment. Ok, ouais, ça, on dirait salade avec un petit goût de cresson peut-être. Ouais. Voilà, mais c'est la même famille, ça tombe bien. Ok. Oui. Ah, il y a un arrière-goût qui pique un peu. Et voilà, et cet arrière-goût amer et qui picote va rester en bouche à peu près un petit quart d'heure. D'accord. Et c'est souvent le cas avec les plantes sauvages. Les plantes sauvages sont moins regardantes que les plantes cultivées, elles sont bien plus rustiques. Mais qui dit rusticité dit notamment complémentaire alimentaire. Enfin, comment dire, en termes de nutriments, les plantes sauvages sont 2 à 3 fois plus nourrissantes que nos plantes cultivées. Et c'est ce qui fait leur force. Dans les temps futurs, elles auront leur place pour complémenter notre alimentation qui n'est pas au meilleur au fil des années. Là, vous avez un sol humide, trempé toute l'année. Vous avez la cardamine amère, la cardamina amera, qui pousse dans les sols trempés. Et là, en termes de saveur piquant, poivré, pimenté, c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'il y a mieux, c'est ce que nous avons de mieux en Europe, tout simplement. Elle est succulente. Amère, évidemment, pimentée, poivrée comme rarement, et qui reste en bouche extrêmement longtemps. Oui, il y a l'attaque qui pique énormément, ça dépend de sa sensibilité, mais ça s'est prononcé, ouais. Et là, vous pouvez fabriquer des sauces froides ou chaudes, vraiment intéressantes. Ça, c'est plus pour faire des sauces. C'est une plante condiment. Ça relève le goût dans un plat. Ça relève la plupart des plats, évidemment. Mais sauf que le goût derrière est différent, par contre. Le deuxième goût... Ah bah, le deuxième, ça c'est... Mais le premier, typique. On dirait qu'on prend un petit peu de moutarde. Ouais, quand même, oui, il y a un petit côté moutarde de Dijon, premier prix. Ouais, c'est ça. Alors discrètement, mais tout de même, vous avez ici le gaillet gratron, donc cette plante en soupe ou en velouté vraiment intéressante. Et puis en salade, hachée finement, on mélange, elle passe très bien. Voilà, donc vous avez maintenant quelques idées de promenade ici dans le parc naturel de la vallée de Chevreuse. Elles peuvent faire plusieurs kilomètres ou même quelques centaines de mètres si vous souhaitez vous arrêter sur les plantes sauvages comestibles. Il suffit de venir au parc seul ou même accompagné d'un guide pour avoir plus de précision avec eux. Donc là, on s'est pas mal arrêté sur les plantes sauvages comestibles, mais comme disait la première intervenante du sujet, Solène Boivin, il y a aussi l'observation de la faune et la flore, le patrimoine bâti. Pour choisir quelle randonnée vous souhaitez effectuer dans le parc, il y a une application web plutôt pas mal qui est proposée. Vous avez plusieurs distances, une petite idée de ce qu'il y a à voir selon les randonnées. C'est rando.pnr-idf.fr. Elle devrait s'afficher en bas de l'écran normalement. Très bien. Bon, en tout cas, pour les chaussures blanches, vous le saurez pour la prochaine fois. Vicente, je crois que j'ai récupéré une petite photo de vos chaussures. Si on peut me l'afficher à l'écran, voilà, on peut les voir. Est-ce qu'elles sont remises, Vicente, vos chaussures? Pour ma part, oui. Pour Margot qui était avec moi, c'est peut-être un peu plus grave. Et j'en profite pour la remercier d'être venue tourner ce petit reportage. Margot Gésio. Bon, en tout cas, après s'être dépensé, Vicente, il est le temps un peu de se poser. Et pourquoi pas au Théâtre Coluche de Plaisir. Mozart y prendra place et ce sera le 29 janvier prochain. Oui, avec son très célèbre opéra Les Noces de Figaro. Cette pièce en 4 actes de 3 heures est présentée par l'Opéra Nomade. Nous avons discuté avec son chef d'orchestre et directeur Amaury Duclosel. Voici son interview express. Une critique sociale extrêmement violente du peuple, si vous voulez, contre l'aristocratie, en nous rapprochant le plus possible de la manière dont Mozart a éventuellement pu entendre tout ça. Vous savez, une sorte de représentation moderne, non pas de l'authenticité à l'ancienne, mais tout simplement d'essayer de retrouver les qualités de couleur, les types d'articulation et l'expression du XVIIIe siècle. L'opéra est par nature un genre qui n'est pas simple parce que il y a des chanteurs, il y a beaucoup trop d'éléments qui sont ensemble pour que ça marche. Mais en général, le miracle a toujours lieu, et donc on s'aperçoit que c'est au contraire une œuvre d'art totale qui mélange le chant, la musique, la mise en scène, le théâtre, les décors, les costumes, les perruquiers. Pour
tous ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller à l'opéra, venez à l'opéra justement. C'est le moment de sortir de chez vous. Puis justement, dans les circonstances présentes où il semble que le variant soit moins dangereux, vous pouvez venir bien protégé et vous aurez un spectacle qui vous réjouira le cœur. Et dans l'agenda à venir, vous vouliez nous parler aussi, Bichente, d'un autre concert à venir. Oui, le premier concert de l'année des solistes de la Ville-Dieu avec Marianne Piketty au violon, Emmanuel Bertrand au violoncelle et Dana Chocarlier au piano. Le trio nous plonge dans la période romantique à coups de Melbonis, Chausson ou Mendelssohn. 3 virtuoses réunis pour une représentation ce samedi 22 janvier à 18h à l'auditorium du Conservatoire de Trappes. Rien de tel pour être apaisé et transporté pour passer un week-end serein, Justine. Très bien, écoutez, c'est noté. Je vais essayer de passer un week-end serein, donc pourquoi pas. Maintenant, Bichente, vous vouliez aussi nous dire un mot rapide sur un rendez-vous qui aura lieu mardi prochain. C'est ça, un petit mot sur un spectacle à Montigny-le-Bretonneux. Le 25 janvier prochain, c'est Bérengère Krief, connue notamment pour son rôle dans la série Bref, qui vient du côté de la salle Jacques Brel pour son nouveau spectacle appelé Amour, où elle parle d'amour, Justine. Ah, ça c'est bien, tout est dit. Pas de suspense. Tout est dit. Et pour finir, un festival qui débutera donc le week-end prochain. C'est ça, on termine en musique. Encore une fois, ce dimanche 30 janvier, c'est l'ouverture du 15e festival au fil des voix du côté de la Clé des Champs à Plaisir. Pour l'occasion, le lieu accueille un jeune représentant de la musique kurde, Ruslan Filistek. Frédéric Poletto, le directeur de la salle, nous en parle. C'est de la musique traditionnelle, virtuose. De son instrument que je ne vais pas prononcer parce que je risque de faire une erreur, mais voilà, un très bel artiste à découvrir. Ça, c'est vraiment sur des musiques du monde, un mélange entre musique traditionnelle et musique plus moderne. Voilà, moi je ne vais pas me risquer non plus à prononcer son instrument, mais c'est une sorte de lutte façon Moyen-Orient. Il viendra partager son univers, c'est le 30 janvier prochain, à Plaisir, à 17h. Eh bien, merci Bichente Méria Santisteban pour ces idées de rendez-vous. En tout cas, moi j'ai choisi, j'opte pour le week-end serein. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis vendredi prochain, Grégory Canalé sera de retour avec vous, Bichente à vos côtés. En attendant, vous pourrez retrouver le journal de la rédaction. Ce sera donc lundi à 18h en direct sur TV 78. Très bon week-end à tous et surtout, prenez soin de vous.